Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 12e épisode et avant-dernier épisode de notre série Sélection naturelle et biologie intelligente. Dans cet épisode-ci, nous allons regarder cette nouvelle théorie de biologie intelligente, Continuous Environmental Tracking, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans notre série. Et dans le dernier épisode, nous regarderons les horloges moléculaires, la notion du Adam du chromosome Y, l'Ève mitochondriale et en fait les preuves génétiques d'une jeune humanité, d'une jeune Terre. Et on regardera également les aspects de ressemblance entre humains et chimpanzés, ce qui pourrait en surprendre quelques-uns. Nous avons donc la théorie de conception biologique, en anglais TOBD, Theory of Biological Design, qui est un modèle concurrent au modèle néo-darwinien pour expliquer l'origine des espèces, qui est un modèle concurrent à tous les modèles sélectionnistes. C'est un modèle qui a été proposé par l'Institute of Creation Research dans les années 2010 et nous pouvons résumer ce modèle en reprenant un petit peu le titre que Darwin avait annoté sur son livre. Il avait écrit l'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle et là ce serait plutôt l'origine des espèces par les moyens du suivi continu de l'environnement. Je vous invite vraiment à regarder tous les épisodes qu'il y a eu dans cette série biologie pour que vous puissiez comprendre en fait l'aboutissement de cet épisode présent et pour être libéré en fait de ce fardeau qu'est la sélection naturelle et les mutations génétiques aléatoires et qui ont trompé tant de monde et qui trompent encore aujourd'hui beaucoup de gens, afin qu'on puisse avoir un raisonnement nouveau et non influencé par ces concepts erronés. Je rappelle que la vision CET, c'est une vision internaliste dans laquelle les variations au sein d'un organisme préexistent aux conditions qui vont les déclencher. L'environnement est un déclencheur et non un modeleur, comme c'était le cas dans le modèle externaliste de Darwin. Ainsi, on revient avec le modèle CET à un modèle internaliste et finaliste, comme celui de William Paley avant Darwin. Les organismes ont été conçus avec un potentiel de variation pour pouvoir peupler la Terre entière. Ce modèle est testable, observable, et nous allons voir cela dans cette vidéo. On a un premier cas concret avec un article du New Scientist qui avait nommé son article « Les cochons d'Inde, guinea pigs en anglais, combattent le changement climatique en modifiant leur propre ADN ». Et ce qui est intéressant dans toutes ces études qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que ces changements sont rapides d'une génération à une autre, ou en quelques générations, en quelques années, parfois c'est simplement en quelques semaines ou mois. On a des changements ciblés et c'est complètement l'inverse de ce qui est prédit par l'évolution darwinienne qui stipule des millions d'années et un tri qui se fait au fur et à mesure, alors que là on n'a pas de tri. On n'a pas de tri dans la mesure où il n'y a pas d'extinction, il n'y a pas de mort massive d'animaux qui explique que certains meurent et que certains avec la bonne mutation chanceuse survivent. Il n'y a pas tout ça. Non seulement on a des mécanismes qui ne sont pas des mutations aléatoires, mais en plus ça se passe rapidement. Donc ça donne du poids au modèle avec l'arche de Noé et de la spéciation rapide post-déluge, parce qu'en fait la spéciation ça va très très rapidement. Les créatures sont équipées, ils ont tout ce qu'il faut, et une fois qu'ils arrivent devant un nouveau challenge, ils sont capables de tout de suite réagir, et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de sélection naturelle, il n'y a pas de mutation aléatoire. Ces changements sont vraiment rapides et ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre que déjà les millions d'années ne sont pas nécessaires. Et ça montre pourquoi il n'y a pas de fossiles de transition dans le passé, parce qu'il n'y a pas eu de transition, tout simplement. Il n'y a pas eu de mutations aléatoires graduelles qui ont modifié progressivement des organismes. Comme il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de fossiles de transition. C'est pas qu'on ne les a pas trouvés, c'est qu'ils n'existent pas. Donc des chercheurs allemands ont exposé des cochons d'Inde à une température élevée, plus 10 degrés pendant 2 mois environ, et ils ont constaté que ces animaux modifiaient la méthylation de leur ADN, une forme d'épigénétique qui module l'expression des gènes sans changer leur séquence. Ces modifications n'étaient pas seulement présentes dans les tissus des parents, certains changements étaient également observés dans les cellules reproductives des descendants, suggérant un héritage transgénérationnel. Cela offre une preuve concrète que des mammifères sauvages répondent rapidement à une contrainte environnementale par une réponse épigénétique. Le mécanisme repose sur un ajustement de l'expression génétique, non sur des mutations de l'ADN. L'ADN de base reste inchangé. Les évolutionnistes traditionnels diront que la variation
Mutation combinée à la sélection naturelle provoque l'adaptation. Cependant, l'adaptation ici est non mutationnelle et rapide, ce qui montre que les modèles de sélection naturelle classiques ne rendent pas compte de ce type de réponse. Ce modèle met en avant des mécanismes intrinsèques et réactifs. Ici, l'organisme détecte une contrainte, la chaleur, et active un programme épigénétique, un potentiel interne permettant d'ajuster l'organisme sans tri évolutif. Il n'y a pas de nombreuses mutations aléatoires et un tri de ceux qui ont eu la chance d'avoir la bonne variation. Les organismes s'adaptent tous de manière dirigée et intelligente, sans qu'aucun ne meure et sans mutation fortuite observée. Cette étude étaye l'idée d'un design intérieur ou d'une capacité adaptative programmée. La réponse n'est pas le résultat d'une sélection sur mutation aléatoire, mais une modulation dirigée de l'expression des gènes. Dans cette étude, tous les cochons d'Inde exposés à la chaleur ont déclenché la même réponse adaptative épigénétique. Les cochons d'Inde ont été prééquipés pour détecter un changement de température et ajuster leur physiologie en conséquence, un comportement intelligent, réactif et ciblé, tout sauf aléatoire. Parlons maintenant des coléoptères staphylinidae et des fourmis légionnaires. L'étude de Maruyama et Parker en 2017 sur les coléoptères symbiotes des fourmis légionnaires constitue un exemple frappant de convergence morphologique complexe sur de très longues périodes. Dans une perspective critique du cadre CET, ces données ne valident pas la notion darwinienne d'un processus guidé par des mutations aléatoires et une sélection naturelle aveugle. En effet, le fait que des lignées indépendantes de coléoptères aient développé à plusieurs reprises une morphologie quasiment identique, mimant précisément celle de leurs hôtes fourmis, suggère un mécanisme directionnel et programmé. Une telle répétition n'est pas attendue si les variations aléatoires sont véritablement sans direction ni finalité. Au lieu d'interpréter ces résultats comme des coïncidences évolutives, le modèle CET y voit une confirmation que les organismes sont prééquipés avec des capacités internes modulées par des déclencheurs environnementaux spécifiques pour produire des solutions adaptatives ciblées. Cette convergence massive anatomique et comportementale n'est donc pas le fruit d'un bricolage aveugle, mais d'un plan de réponse intégré codé dans le génome dès le départ. En ce sens, cette étude affaiblit l'explication par sélection naturelle et soutient davantage l'idée d'un design adaptatif distribué à travers les différents baramines, chacun capable d'exprimer un potentiel programmé selon les conditions rencontrées. Plusieurs lignées très éloignées de coléoptères ont indépendamment développé le même type de morphologie mimétique très spécifique. Elles imitent les fourmis légionnaires, non seulement dans leur forme du corps, mais aussi dans leur comportement social et leur mode de vie parasitaire au sein des colonies de fourmis. L'étude montre qu'au moins 12 lignées indépendantes ont acquis cette morphologie myrméciforme, c'est-à-dire en forme de fourmi, de façon répétée dans différentes branches évolutives censées avoir divergé depuis plus de 100 millions d'années. Ce ne sont pas de simples similitudes grossières. Les coléoptères imitent l'apparence anatomique des fourmis, leur mode de déplacement, et infiltrent les colonies pour exploiter leurs ressources, parfois en trompant chimiquement les hôtes. Or, selon le darwinisme classique, ces traits auraient dû résulter de mutations aléatoires suivies de traits par sélection naturelle. Que cela se produise une fois serait déjà hautement improbable. Que cela se répète 12 fois de manière quasi identique dans des lignées génétiquement éloignées est un défi majeur au paradigme. Cela suggère plutôt l'existence de modules génétiques programmés ou de schémas développementaux préexistants dans ces coléoptères, réactivés ou déployés en fonction de stimuli environnementaux, comme la proximité avec les colonies de fourmis. Cette répétitivité ciblée évoque davantage un plan d'ingénierie intégré que le jeu du hasard et de la nécessité. Ce qui est surprenant ici, c'est la complexité du mimétisme, la répétition indépendante dans des lignées non apparentées directement, l'apparente finalité adaptative, sans passer par des étapes intermédiaires observables. Ce type de convergence profonde défie la contingence historique que l'évolution est censée suivre et alimente les modèles comme le suivi continu de l'environnement. Parlons maintenant des araignées hawaïennes. L'étude rapportée par Science Daily parle des araignées hawaïennes du genre Ariamnes qui ont répété l'évolution de 3 formes distinctes, appelées écomorphes, sur différentes îles, indépendamment. Ce serait un cas frappant de convergence évolutive répétée, avec un haut degré de précision morphologique
malgré l'isolement géographique et la séparation génétique entre populations. Chaque fois qu'un groupe d'araignées Ariamnes colonise une nouvelle île, il ne développe pas n'importe quelle forme, mais réinstaure les trois mêmes morphologies spécifiques qui correspondent chacune à une niche écologique précise. Ces écomorphes se ressemblent fortement entre les îles, sans être génétiquement les plus proches entre elles. C'est une convergence fonctionnelle plutôt qu'héréditaire. La théorie darwinienne prédit que l'évolution est contingente, dépendante de mutations aléatoires et d'un tri progressif. Les formes doivent diverger selon les contraintes historiques propres à chaque population. Mais ici, la variation est hautement prévisible, elle reproduit les mêmes solutions morphologiques, et ce sans millions d'années, ni intermédiaire visible. Ce genre de régularité défie le caractère aléatoire que les évolutionnistes prêtent habituellement au processus évolutif. Les chercheurs ont découvert que sur ces îles hawaïennes, les araignées du genre Ariamnes se développent toujours en trois morphologies distinctes, chacune adaptée à une niche écologique particulière. Ces écomorphes sont les araignées vertes, avec leur capacité à se camoufler dans les feuilles vivantes, leur couleur et forme du corps adaptées pour se fondre dans la végétation, elles occupent la canopée ou les zones feuillues. Il y a les araignées brunes ou sombres, adaptées aux écorces d'arbres, leur morphologie est plus massive et leur couleur est foncée, elles se camouflent sur les troncs et branches. Il y a les araignées blanchâtres, adaptées aux lichens ou zones claires, elles ont le corps pâle, parfois avec des motifs rappelant les lichens. Elles occupent des surfaces éclatées ou rocheuses. Dans le modèle CET, proposé par l'Institute for Creation Research, les organismes sont programmés avec des capteurs environnementaux intégrés. Ils sont capables de détecter certaines conditions, comme la prédation, le climat, la structure de l'habitat, et ils activent en réponse des modules génétiques spécifiques déjà présents. Ces derniers déclenchent des changements ciblés, prédictibles, rapides, internes à l'organisme. Dans ce cadre, les écomorphes ne sont pas des produits de mutations hasardeuses triées par sélection naturelle, mais des réponses intégrées à l'environnement, déclenchées intelligemment par l'organisme. Un tel niveau de prévisibilité biologique pointe davantage vers un plan intégré que vers des processus darwiniens aléatoires et longs. Les araignées Ariamnes sont vues dans le modèle CET comme des systèmes autonomes intelligents, un peu comme des drones biologiques. Chaque population détecte son environnement grâce à des capteurs biologiques comme la lumière, la structure du substrat, la végétation. Ces capteurs activent des modules génétiques ou des voies de régulation épigénétique déjà présents dans l'ADN. Le résultat est que la forme la plus adaptée à la niche est exprimée sans attendre des mutations aléatoires et un tri. Cela explique la répétition, la rapidité, la fonctionnalité et la précision des formes. Une recherche publiée dans Nature, intitulée L'évolution prévisible, l'emporte sur le caractère aléatoire des mutations, montre que différentes populations d'Escherichia coli, évoluant séparément mais dans des conditions identiques, aboutissent souvent aux mêmes solutions adaptatives. Malgré la nature aléatoire des mutations, l'évolution tendrait à converger vers des adaptations similaires. Ici, une fois de plus, il n'y a pas de mutation aléatoire, mais plutôt les contraintes fonctionnelles et la niche environnementale et les ressources. Ces dernières déterminent la trajectoire du développement et non une série de mutations fortuites. Les souches d'E. coli, distantes génétiquement, développent des adaptations identiques, ce qui illustre un prévisionnisme écologique plus qu'un tri aléatoire des variantes. Plutôt qu'un sélecteur abstrait, on observe un ajustement immédiat aux conditions. La niche écologique, les ressources, les contraintes physico-chimiques, agit comme un guide de développement. Les bactéries ajustent leur fonction ou expression génomique en réponse, sans avoir besoin de passer par un long processus de variation aléatoire suivi d'élimination. La réplication de la même fonction adaptive, à travers plusieurs lignées, met en lumière un principe d'adaptation dirigée via la structure interne des organismes et de leurs processus biologiques, au lieu du pur hasard plus la sélection aveugle. Cette étude renforce l'idée que la variation peut être prédictible et orientée en lien avec l'environnement, plutôt que résulter de processus chaotiques et entièrement imprévisibles. Elle corrobore la perspective du modèle CET, qui met en avant des capacités adaptatives innées, agissant rapidement sans passer par une élimination graduelle de mutations aléatoires. Parlons maintenant des mouches des fruits, avec une étude de Rudman et al. Présentée dans Science sous le titre Direct Observation
of Adaptative Tracking on Ecological Timescales in Drosophila. Il s'agissait d'observer l'adaptation évolutive en temps réel dans des populations de drosophiles. Des mouches des fruits ont été relâchées dans 10 enceintes extérieures, des cages qui recréaient des conditions naturelles saisonnières. Chaque mois, les populations ont été analysées génétiquement et phénotypiquement. Les fréquences alléliques et les traits liés à la survie, à la chance de reproduction, variaient significativement d'un mois à l'autre. L'adaptation s'est déroulée en quelques générations seulement, bien plus rapidement que ne le prédirait un modèle darwinien classique reposant sur mutations lentes et trigraduelles. Plusieurs cages ont montré des changements génétiques indépendants mais similaires, dans les mêmes régions du génome, indiquant un même plan adaptatif se répétant. Le mécanisme dans le modèle darwinien est des mutations aléatoires et la sélection progressive, mais dans les CET, on parle d'une réponse adaptative, rapide, ciblée, facilitée par la plasticité ou la variation préexistante. Dans le modèle darwinien, nous avons un rôle joué par le hasard avec les mutations et un tri stochastique, mais le hasard ne joue pas de rôle dans le modèle CET. Dans le modèle darwinien, on parle du temps qui est long, il faut beaucoup de générations pour avoir un tri et plusieurs variétés, alors que dans le modèle CET, il n'y a pas besoin de temps, les changements sont courts, les ajustements phénotypiques sont visibles en quelques semaines. Nous avons dans le modèle darwinien la sélection avec la mort, la survie et le tri des allèles, alors que dans le modèle CET, nous avons une réponse proactive dès l'exposition au changement environnemental. Tout cela est trop rapide pour un tri génétique classique. Le phénotype évolue bien plus vite que n'importe quel tri impliquant mort ou non-reproduction. Il y a également de la préscience génétique, car plusieurs populations indépendantes s'adaptent de manière similaire. Cela parle d'un programme de réponse intégré et pas d'un hasard. Si l'adaptation était un ajustement progressif via sélection, on s'attendrait à plus de divergences entre populations, suivant la distribution aléatoire des mutations. Penn Today commente « Au cours de l'expérience qui a duré 4 mois, les chercheurs ont documenté des changements dans 60% du génome des mouches par cette observation directe d'une adaptation rapide et continue en réponse à l'environnement. » Un phénomène connu sous le nom d'adaptative tracking. Les biologistes ont établi un nouveau paradigme sur la manière de concevoir l'échelle temporelle de l'évolution. Cette citation reprend verbatim le concept clé du Dr Randy Guglielmin, qui est à l'origine du modèle CET, l'adaptative tracking, qui désigne la capacité d'un organisme à détecter activement les changements environnementaux et à y répondre de manière intégrée et ciblée, sans passer par une sélection aveugle de mutations aléatoires. Le fait que 60% du génome ait été modifié en quelques mois ne cadre pas avec les modèles néo-darwiniens traditionnels qui postulent une lente accumulation de mutations favorables testées par la sélection naturelle. Il y a une tendance de plus en plus reconnue, même au sein de certains courants évolutionnistes, l'adaptabilité observée dans la nature n'est pas aléatoire, lente ni chaotique, comme le voudrait le modèle néo-darwinien classique. Au contraire, elle est souvent régulée et contrôlée par des mécanismes internes précis, avec des gènes régulateurs, des voies de signalisation et l'épigénétique. Elle est rapide sur quelques générations, parfois en jours ou semaines, comme chez les drosophiles ou les bactéries. Elle est répétable, les mêmes adaptations apparaissent indépendamment, dans des contextes similaires, ce que les évolutionnistes appellent une convergence évolutive. Elle est ciblée avec des changements spécifiques, fonctionnels et ajustés à l'environnement. Dans le cadre du modèle du suivi continu de l'environnement, développé par Randy Guglielmin, cela contredit le postulat fondamental du néo-darwinisme que les mutations génétiques seraient aléatoires et non dirigées et que la sélection serait responsable des adaptations bénéfiques. Le modèle CET affirme que les êtres vivants sont conçus avec un système d'ingénierie intégrée pour détecter des signaux environnementaux, comme des capteurs pour traiter l'information, comme un ordinateur, et pour réagir par des modifications ciblées, comme une réponse programmée. Ainsi, au lieu de mutations aléatoires sélectionnées après coup, on a des mécanismes d'adaptation proactifs comparables à un système de régulation intelligent, une perspective beaucoup plus compatible avec une conception intentionnelle des organismes. L'article de revue dans Trends in Plant Science met en lumière une critique montante au sein de la communauté scientifique, la remise en question de la vision selon laquelle les mutations génétiques sont purement aléatoires. Les auteurs soulignent que ce concept peine à trouver un référent empirique clair dans la nature et qu'il serait plus pertinent de considérer les mutations comme influencées ou canalisées par des processus biologiques internes. Les mutations ne surviennent pas à l'aveugle,
Elles sont souvent liées à des régions spécifiques du génome, à des motifs séquentiels ou orchestrés par des mécanismes cellulaires actifs. Certaines zones du génome sont plus sujettes à mutation, quand cela est potentiellement adaptable, un peu comme une régulation mutationnelle sensible au tissu, au stress ou à l'environnement. Cela rejoint l'idée défendue par le courant CET, l'organisme suit et ajuste activement son génome aux changements via des réponses ciblées plutôt qu'en attendant passivement un coup de dé puis un filtrage. Dans le modèle darwinien, nous avons des mutations aléatoires et aveugles, alors que dans le modèle CET, on parle de changements génétiques potentialisés et régulés, le mot mutation étant réservé aux erreurs de réplication qui provoquent souvent des maladies et des cancers. Dans le modèle darwinien, on parle d'adaptation par filtrage des mutations existantes, mais dans le CET, on parle d'ajustement dirigé selon l'environnement. Dans le modèle darwinien, nous avons une échelle lente, multigénérationnelle, alors que dans le modèle CET, nous avons une échelle courte, intra- ou intergénérationnelle. Dans le modèle darwinien, nous avons une valeur sélective qui est déterminée après les faits, alors que dans le modèle CET, nous avons une valeur sélective qui est anticipée et guidée en amont. Dans le cadre CET, cette publication vient renforcer l'idée que les adaptations observées, comme un adaptative tracking rapide, s'expliquent mieux par une réponse proactive, régulée et potentiellement instructive, plutôt que par un processus de sélection naturelle, reliant seulement mutation aveugle et tri. La revue de Trends aligne les mutations sur des processus non aléatoires ni totalement opportunistes, ouvrant une perspective où le génome serait plus qu'une simple boîte à outils stochastique. Cela renforce la position CET qui voit l'organisme comme doté d'un pouvoir adaptatif intelligent, capable de moduler son propre héritage génétique en réponse à l'environnement. Dans le paradigme CET, les êtres vivants ne sont pas des entités passives, soumises aux caprices du hasard et du tri environnemental, comme le propose la synthèse néo-darwinienne. Au contraire, ils sont conçus comme des systèmes adaptatifs dynamiques comparables à des dispositifs cybernétiques dotés de capteurs internes, de mécanismes de traitement de l'information et d'effecteurs de réponses génétiques. Le modèle CET s'inspire des principes d'ingénierie où un organisme suit une logique de type entrée, traitement, réponse. Ainsi, lorsque les conditions environnementales changent, la température, la disponibilité en nutriments, le stress oxydatif, etc., des signaux précis sont captés et transmis via des réseaux de régulation moléculaire, aboutissant à des réponses ciblées, souvent au niveau de l'expression ou de la modification du génome. L'étude de Rosenberg et Fitzgerald dans PLOS Genetics souligne justement que chez certaines bactéries, comme E. coli, des mutations apparaissent de manière non aléatoire dans des régions précises du génome, notamment celles impliquées dans la réponse au stress ou dans l'adaptation métabolique. Ces mutations ne surviennent ni au hasard dans le génome, ni au hasard dans le temps, mais sont activées par des conditions de stress détectées en amont et régulées par des circuits épigénétiques ou transcriptionnels. On parle ici de mutagénèse dirigée ou régulée, ce qui s'oppose frontalement à l'hypothèse d'un hasard absolu. L'article décrit un mécanisme où les mutations surviennent en rafale, créant des clusters localisés dans l'ADN, facilitant des changements synchronisés dans plusieurs gènes nécessaires à la résistance. Des sous-populations distinctes apparaissent, dont certaines sont mutables et réactives au stress. Ces cellules jouent un rôle dans l'adaptation en réponse aux signaux générés par l'antibiotique. Certains antibiotiques induisent des cassures double brin dans l'ADN et des espèces réactives de l'oxygène. En réponse, la cellule active des voies d'alerte, ce qui active des polymérases ADN à erreur. L'ADN est réparé, mais de façon mutagène, précisément lors de stress générés par l'antibiotique. Ces observations confortent l'idée que la plasticité génétique est prévue et encadrée par des systèmes préexistants, une stratégie d'adaptation optimisée, qui évoque moins un processus d'essai-erreur sur des millions d'années qu'une conception d'ingénierie robuste, capable de réagir avec précision à des contextes donnés. En résumé, ces mécanismes de réponse génétiquement encodés, activés en temps réel, illustrent parfaitement l'approche CET. L'adaptation n'est pas le fruit du hasard et de la sélection, mais le fruit d'un design adaptatif intégré. Selon le modèle CET, les bactéries sont conçues avec des capteurs de stress, des voies de traitement de l'information et des effecteurs mutagènes ciblés. Cela conduit à une réponse prédictible, rapide et fonctionnellement utile, bien plus qu'un simple scénario de hasard et de sélection. En résumé, la mutagénèse, induite par les antibiotiques décrites par Fitzgerald et Rosenberg, est exactement le genre de mécanisme qu'attend le modèle CET, un design d'ingénierie adaptatif, encodé, et non un accident aveugle de la nature. Une citation
de l'étude de Rosenberg et Fitzgerald est particulièrement parlante. Nous soutenons que les mécanismes de mutagénèse régulés augmentent considérablement la probabilité que des mutations utiles surviennent au bon moment, augmentant ainsi la capacité d'un organisme à évoluer et éventuellement au bon endroit. Les hypothèses concernant une nature des mutations constantes, graduelles, régulières comme une horloge et aveugles aux conditions environnementales sont prêtes à être mises à la retraite. Dans une conférence, il a été déclaré: pourquoi la variation a-t-elle été caractérisée comme aléatoire dès le départ? Et que se passerait-il si des biais mutationnels ou développementaux intervenaient dans le processus évolutif? Cette conférence remet en question un pilier fondamental du néo-darwinisme, l'idée que les variations génétiques et donc les mutations seraient entièrement aléatoires, sans direction et triées a posteriori par la sélection naturelle. En posant cette question provocatrice, pourquoi a-t-on supposé la variation aléatoire comme postulat de départ? Les chercheurs ouvrent la voie à une approche plus dirigée, conditionnée et fonctionnelle de la variation biologique. Dans le cadre du CET, cette réflexion rejoint l'idée que les organismes sont équipés de mécanismes d'ingénierie interne, capables de détecter des changements dans leur environnement et d'y répondre via des modifications ciblées, qu'elles soient physiologiques, comportementales ou génétiques. Ces modifications peuvent être régulées et orientées, souvent de manière reproductible et rapide, ce qui contredit, une fois de plus, l'idée de mutation au hasard et aveugle. La prise en compte de biais mutationnels ou développementaux appuie donc l'idée que l'adaptation est activement pilotée par des systèmes conçus pour cela, ce qui cadre parfaitement avec une vision créationniste fondée sur une intelligence organisatrice initiale. Darwin et ses successeurs ont délibérément conçu un mécanisme sans but ni direction pour rendre superflue toute intervention d'un créateur intelligent. C'est pour cela que la variation devait être aléatoire. Si les variations sont guidées, ciblées ou orientées vers une fonction, alors il y a intentionnalité et donc la possibilité d'un plan ou d'un programme. Dans ce schéma, la sélection naturelle agit comme un filtre passif sans prévoir ni anticiper. C'est le couple variation aléatoire plus sélection naturelle aveugle qui permettait de revendiquer un processus purement naturaliste sans design. Mais si l'on découvre, comme dans l'étude de Rosenberg et Fitzgerald, la conférence de 2017 ou les travaux sur les drosophiles, les bactéries, les coléoptères, les cochons d'Inde, etc., que les mutations peuvent être déclenchées en réponse à un signal environnemental, elles peuvent survenir dans les bonnes régions du génome, dans des hotspots fonctionnels, elles sont parfois répétables et rapides et orientées vers une solution adaptative, alors la variation aléatoire n'est plus fondamentalement nécessaire. Et l'idée même de sélection naturelle comme moteur principal perd du terrain, puisque les mécanismes internes sont capables d'anticiper et de produire l'adaptation. Les évolutionnistes se retrouvent alors dans une situation paradoxale. Soit ils intègrent ces mécanismes ciblés, mais ils doivent abandonner l'argument selon lequel l'évolution est aveugle et sans dessein, soit ils rejettent ou minimisent ces découvertes pour préserver la philosophie naturaliste du modèle. En somme, admettre des processus ciblés revient à reconnaître que l'adaptation repose sur un système d'ingénierie intégrée, ce qui soutient une vision théiste ou téléologique, précisément ce que l'évolution darwinienne voulait éviter dès le départ. Le modèle CET formalise cette contradiction. Il explique l'adaptation, non par un tri passif d'erreurs, mais par une réponse active, programmée et intelligente des organismes, ce qui aligne les observations empiriques avec un modèle de conception intentionnelle. Ce que nous observons dans les êtres vivants, c'est que les solutions précèdent les problèmes. Ce ne sont pas les défis qui créent la solution, mais les solutions sont déjà pré-programmées, en attente d'un déclencheur environnemental. Par exemple, dans le cas des poissons tétras, que nous avions évoqué dans le premier épisode de cette série, la version de surface est équipée d'une vision et elle est fortement pigmentée. La version cavernicole est aveugle et hypopigmentée. Les évolutionnistes disaient dans leur publication initiale qu'il avait fallu 8 millions d'années de mutations aléatoires pour que les gènes qui font la pigmentation se cassent. Des gènes cassés avaient mené à une perte de fonction. Dans le modèle CET, nous disons que l'organisme est prévu en amont pour perdre sa pigmentation dans les grottes et pour développer d'autres capacités sensorielles pour se diriger dans un endroit sombre. Il ne s'agit pas de gènes mutés aléatoires devenant défectueux. Ce modèle est testable parce que si les gènes sont cassés, alors la pigmentation ne peut pas revenir
quand le poisson cavernicole est ramené à la surface. Les chercheurs ont soumis des poissons cavernicoles et de surface à différents environnements, comme la lumière, le pH, le CO2, l'obscurité. Ils ont observé des réponses adaptatives rapides en quelques semaines chez des individus adultes. La pigmentation accrue chez les poissons cavernicoles exposés à la lumière intense, suggérant l'activation d'un chemin biochimique latent de synthèse de mélanine, l'acclimatation comportementale et physiologique des cavernicoles à des eaux riches en CO2 avec un pH acide, cohérent avec les conditions naturelles de grotte, la réduction de la pigmentation et la détresse respiratoire chez les poissons de surface soumis aux mêmes conditions de grotte, avec l'obscurité et un CO2 élevé. Des réponses observées à l'échelle individuelle en l'absence d'un héritage multigénérationnel. Ces adaptations ne nécessitent pas de sélection naturelle lente sur plusieurs générations. Cette étude sur les poissons cavernicoles fournit un exemple empirique puissant du modèle CET. Les données expérimentales montrent que les organismes ne sont pas passifs face à leur environnement, mais possèdent des systèmes internes de détection et d'action conçus pour s'y adapter activement. Ce paradigme renforce une vision du vivant comme une ingénierie intentionnelle et conteste l'idée que l'adaptation dépend uniquement de la sélection de mutations aléatoires. Moran, Softley et Rowent ont démontré que la vision consomme jusqu'à 15% du métabolisme de base durant le développement des poissons. Dans l'environnement pauvre en nutriments des grottes, la perte des yeux constitue donc une économie énergétique nécessaire et non un hasard neutre. Les changements comme la perte de pigmentation, les yeux, les modifications morphologiques se produisent indépendamment dans plusieurs populations. Ce motif convergent est intuitivement plus consistant avec un programme interne ayant des trajectoires adaptatives préétablies qu'avec l'accumulation aléatoire de mutations triées par sélection naturelle. Les poissons cavernicoles et les poissons de surface, bien qu'ils soient interfertiles, il s'agit de la même espèce, réagissent chacun avec leur propre palette d'adaptation activée en fonction de l'environnement. Les poissons cavernicoles peuvent augmenter leur pigmentation s'ils sont exposés à la lumière. Ils supportent bien l'eau acide riche en CO2 et un faible pH. Ils s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions en quelques semaines. Les poissons de surface, eux, perdent de la pigmentation en obscurité et en eau acide. Ils souffrent dans l'eau acide avec une respiration difficile et ils réagissent aussi, mais souvent en souffrance ou en désadaptation. Il n'y a pas besoin d'évolution lente par sélection naturelle, car les réponses sont déjà programmées dans les deux morphotypes. Chaque poisson déploie une réponse intégrée selon son environnement, selon la lumière, le pH, la conductivité de l'eau, etc. L'environnement ne crée pas ces traits, il déclenche leur activation. Les deux types de poissons possèdent des systèmes d'ingénierie interne différents. Comme des véhicules spécialisés, l'un est optimisé pour les grottes, l'autre pour les rivières de surface. Le génome agit comme une boîte à outils adaptative, cela va à l'encontre du récit darwinien d'adaptation par tri aléatoire, car les changements sont ciblés, immédiats, intelligents et souvent réversibles. Les estimations anciennes, basées sur l'hypothèse de mutation aléatoire sur des millions d'années, sont désormais réfutées par des mesures génétiques récentes, suggérant une adaptation rapide et récente. Cela appuie une vision du vivant plus réactive, dirigée et intégrée, en ligne avec les modèles CET, un design adaptatif plutôt qu'un processus de mutation aléatoire et une sélection lente.